pouvoir décider de notre sort, pour pouvoir accéder aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous devrions sortir de l'Union européenne. Et donc, ce gars-là, excuse-moi juste une seconde, mais ce gars-là est le seul qui se bagarre sérieusement, réellement pour sortir de l'Union européenne. Il mériterait des tribunes. Or, les médias lui retirent toute tribune au prétexte qu'il n'a pas de voix. Donc, sans aucune illusion sur le fait que l'élection ne me permettra pas de m'émanciper, je peux quand même lui donner une voix pour que les médias ne puissent plus le cacher. Il va monter sans doute, oui. Il a 79 personnes qui vont le suivre. Dans le panorama que j'ai monté, je ne l'ai pas vu apparaître. Partie du pays, Asselineau. Ouais. Je rebondis sur la présence d'Asselineau aujourd'hui dans un discours qui est à peu près construit et qui lui est cohérent depuis la première heure. C'est-à-dire qu'il n'a même pas évolué, il n'a pas changé. Enfin, il pousse vraiment son raisonnement plus loin. Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler maintenant d'un problème vraiment inquiétant que tout le monde a un peu à l'esprit, mais sur lequel je voudrais donner un coup de projecteur, plus encore que je ne l'ai fait au cours des dernières semaines, qui sont les dérives de plus en plus autoritaires de la société française sous la présidence Macron. Je ne dis même plus d'ailleurs autoritaire, je crois qu'on pourrait dire deux adjectifs plus fermes, plus précis et plus justes, qui sont la dérive totalitaire et la dérive fascisante de la République française sous Macron. Pourquoi la dérive totalitaire ? Dérive totalitaire parce que la mainmise de Macron sur les médias devient maintenant... on est dans un régime qui vire à la Corée du Nord. Je pèse mes mots. Lorsqu'on regarde la télévision française, on l'a vu déjà pour l'affaire du pacte de Marrakech, où tous les médias français ont pris la défense de ce texte et ont tous vilipendé, dénigré, calomnié, diffamé ceux qui y trouvaient à redire, dont moi, sans jamais organiser le moindre débat contradictoire approfondi, pas un truc de 3 minutes. Approfondi, ça veut dire pendant 1 heure de grande écoute, pendant 1h30 ou 2 heures. Pareil pour le traité de l'Élysée. Les grands médias, depuis maintenant plusieurs semaines, sont tous en train de faire la promotion de M. Macron, d'une façon incroyable. On voit cet énergumène se produire pendant des heures et des heures en boucle sur BFM pour ce prétendu grand débat qui est un monologue, où il fait les questions et les réponses, où j'ai même vu d'ailleurs récemment, parce qu'il n'est pas une provocation près, qu'il a dit que finalement, si être gilet jaune, c'était vouloir libérer l'emploi, libérer le dynamisme de la société française et diminuer le nombre de députés et de sénateurs, eh bien, il était le gilet jaune. C'est-à-dire qu'il essaie de récupérer le mouvement qui s'est construit contre lui. Mais en plus de ça, il bénéficie de tout l'appareil d'État pour faire une campagne électorale pour les élections européennes. Le tout étant assorti de sondages mirobolants qui montrent que, paraît-il, il remonterait dans l'opinion, ce que je ne crois absolument pas. Il s'agit d'une véritable manipulation d'État. Société totalitaire également parce que les opposants n'ont pratiquement plus le droit à la parole. J'en sais quelque chose, puisque cela fait maintenant plus de 3 semaines que j'ai écrit à Madame Ernotte, présidente de France Télévisions, ainsi qu'aux 5 membres du comité d'éthique de France Télévisions, ainsi qu'au président du CSA, une longue lettre de 16 pages pour laquelle nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Donc je vous tiens informé. Nous sommes en train, en ce 15 février 2019, de relancer les secrétariats de ces personnes en les mettant sous contrainte, c'est-à-dire que si sous 48 ou 72 heures, ils n'ont pas répondu à cette lettre qui était très urgente et qui datait d'il y a plus de 3 semaines, parce que pendant ce temps la campagne se prépare, eh bien, nous allons passer à la phase suivante et je ferai cet appel dont j'avais déjà parlé. Je ferai un appel à tous nos adhérents sympathisants pour aller de l'avant et rendre publique cette question. Société totalitaire aussi parce que l'on a appris hier, 14 février, qu'à l'Assemblée nationale, il a été décidé que désormais dans les salles d'école, il y aurait le drapeau européen en même temps que le drapeau français.
Je rappelle que c'est inconstitutionnel. Le drapeau européen n'est pas dans la Constitution française. L'article 2 de la Constitution précise que le drapeau de la République est le drapeau tricolore. Je rappelle que lors du traité de Lisbonne de 2008, il y avait justement, Nicolas Sarkozy avait voulu faire ratifier la Constitution européenne en changeant le nom et en retirant simplement l'adoption du drapeau européen. Et ce qui faisait l'objet d'un protocole numéro 53, je crois, dans les annexes, que la France n'avait pas ratifié. Alors on a appris après coup, il y a un an, que M. Macron avait décidé de ratifier cette affaire, mais M. Macron n'a pas le pouvoir, sauf erreur de ma part, de ratifier tout seul cette affaire. En tout cas, il n'y a pas eu de débat, et en tout cas, c'est un sujet sur lequel les Français devraient se prononcer. Je rappelle que dans ce drapeau européen des 12 étoiles d'or est un drapeau marial qui a été inventé entre 1953 et 1955, qui est un symbole de la Vierge de l'Apocalypse de Jean, c'est le chapitre 13. Donc c'est un symbole religieux. Je croyais que les symboles religieux n'avaient pas leur place dans l'école de la République. Je demande d'ores et déjà ici aux députés et aux sénateurs, notamment aux députés et sénateurs d'opposition, de se pourvoir devant le Conseil constitutionnel avec cette affaire, puisque malheureusement les particuliers n'ont pas le droit de saisine du Conseil constitutionnel. J'ai proposé dans le programme présidentiel de donner aux Français, à des particuliers français, le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Mais 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour demander si c'est bien conforme à la Constitution, qui ne parle à aucun moment du drapeau européen, que des drapeaux européens soient installés dans les écoles. Au-delà de ça, on voit bien ce que c'est. C'est exactement comme dans les écoles soviétiques où il y avait le drapeau soviétique et le portrait de Lénine. On va bientôt mettre dans les écoles le portrait de Jean Monnet ou de Robert Schuman, qui étaient des agents américains. N'en déplaise à tous ceux qui ne veulent pas reconnaître la réalité historique. Donc, nous sommes face à une affaire grave, puisqu'il s'agit de formater l'opinion publique. C'est d'ailleurs bête, puisque l'Union européenne est en voie d'explosion, et on voit bien que M. Macron en est réduit à faire une espèce de fuite en avant ridicule. M. Macron ne sait sans doute pas que dans beaucoup de pays d'Europe, on n'affiche quasiment pas le drapeau de la Sainte Vierge, le drapeau européen aux étoiles d'or. Au Royaume-Uni, ils sont en train d'en sortir, mais si vous allez dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, dans les pays protestants notamment, ils ne mettent que très très peu ce drapeau. C'est surtout dans les pays catholiques romains que l'on découvre ce drapeau bleu aux étoiles d'or. En attendant, ça participe d'un mouvement général vers une société de nature totalitaire. Mais la société que nous prépare Macron, c'est une société également de plus en plus autoritaire et fascisante. La loi anti-casseurs qui a été votée est un véritable scandale démocratique. Même des députés très modérés et réputés pour leur modération, on a beaucoup parlé notamment du député Charles de Courson, ont été scandalisés. Charles de Courson lui-même a comparé ça au régime de Vichy. C'est-à-dire que désormais, on s'attaque directement aux droits de manifestation. On demande aux préfets, les préfets pourront préalablement interdire à quelqu'un de manifester. Où est passé le temps? Je me rappelle dans les années, je crois, 70 du XXe siècle, il y avait eu à un moment un projet qui était de soumettre les associations à une autorisation préfectorale avant le dépôt de l'association. Et ça avait été à l'époque retoqué par le Conseil constitutionnel qui avait invoqué le droit, inaliénable à créer une association. Et que ce droit devait être, c'était un droit absolu. C'est la même chose pour le droit de manifester. Que l'on puisse éventuellement sanctionner les dérives lors des manifestations, oui, ce n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est même normal. On ne peut pas tolérer que des manifestations versent dans la violence ou dans l'hyperviolence. C'est normal. À condition aussi que les forces de l'ordre fassent leur métier. J'y reviendrai dans un instant. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une espèce de contrôle a priori qui permet d'interdire les manifestations. On a vu d'ailleurs, ça a été relevé par le Canard enchaîné, des directives du parquet qui sont totalement illégales. Totalement illégales. On peut faire de la rétention administrative de personnes parce qu'ils allaient manifester. Moi, quand je suis allé dans le sud de la France, où j'ai fait une série de conférences, notamment à Pont-Saint-Esprit, à Castelnau-le-Lay, près de Montpellier, à Villeneuve-les-Béziers et à la Grande Motte, j'ai vu à plusieurs reprises des gilets jaunes qui sont venus me voir, qui ont assisté
à mes conférences et qui m'ont décrit comment ils avaient été, certains d'entre eux avaient été arrêtés à peine arrivés parce qu'ils portaient un gilet jaune. On est donc face à quelque chose de grave. On est évidemment quelque chose de peut-être au moins aussi grave, sinon peut-être encore plus grave. Ce sont les violences incroyables qui sont celles manifestées par l'État. Monsieur Macron va rester dans l'histoire, il va falloir l'appeler Macron l'éborgneur. C'est quelqu'un qui a donné, et ça remonte au plus haut niveau de l'État, des instructions de tirer, de faire mal et de blesser et de mutiler à vie ses concitoyens. D'ailleurs, on apprenait ces jours-ci que à la fois le Parlement européen d'une part, qui pourtant n'est pas un modèle, mais le Parlement européen d'une part et l'ONU d'autre part viennent de prendre des résolutions qui condamnent l'utilisation des LBD, des lanceurs de balles directes, qui ont fait tant de blessés graves en France dans la répression des manifestations. En Europe, il y a quasiment plus, je crois, qu'en Pologne et en France et en Grèce, que l'on utilise des armes qui ne sont pas des armes létales, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ne tuent pas a priori, mais elles peuvent handicaper des gens à vie. Mais où en est-on? Où est la France? À propos de violence, je voudrais revenir aussi sur la décision de justice qui a été prise contre le boxeur Dettinger, celui qui a molesté, a donné des coups de poing à main nue contre un policier sur un des ponts au-dessus de la Seine à Paris, lors de l'un des actes des Gilets jaunes, et puis qui a donné des coups de pied également chez un autre policier qui a eu, je crois, quelques jours d'arrêt. C'est normal qu'il soit poursuivi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la justice n'a pas traîné. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été très rapidement arrêté, ensuite placé en détention, et puis il a été condamné, si j'ai bien compris, à 30 mois de prison, dont 12 mois fermes, mais aménageables. Voilà. C'est une peine quand même lourde, très lourde même, et même très sévère, mais surtout quand on la compare à d'autres. Tout le monde a à l'esprit Benalla. Benalla qui a molesté des gens, qui a d'ailleurs dit... Dettinger, il a présenté ses excuses, il a dit qu'il regrettait d'avoir fait ce qu'il avait fait. Donc il a présenté des excuses, ce qui, en droit, doit être pris en considération. Benalla a dit que, devant la commission du Sénat, que si c'était à refaire, il recommençait à cogner les gens du 1er mai. Ça change déjà les perspectives. Mais M. Benalla, lui, n'a pas été placé en détention préventive, n'a pas été placé en garde à vue. Lui, on lui a laissé 3 ou 4 passeports diplomatiques. Il a parcouru la planète, je ne sais pas aux frais de qui d'ailleurs. Mais c'est pas tout. Je voudrais rappeler ici une affaire que les gens ont peut-être un petit peu oubliée. C'était l'affaire qui était arrivée en août 2017, quelques semaines après l'installation du Parlement, où l'un des députés socialistes, qui s'appelait Boris Faure, avait été molesté par un député de En Marche, M. El Guerrouab. Et alors il y avait eu les deux hommes, il y avait une algarade entre les deux hommes. Alors les versions bien entendu divergent, mais enfin le député de En Marche avait utilisé son casque, avait tellement donné de coups à son collègue député de Parti socialiste que celui-ci avait eu un traumatisme crânien, avait été emmené aux urgences. Il avait eu pendant plusieurs semaines, je crois qu'il avait été placé en réanimation. Enfin, c'était un truc délirant, beaucoup plus violent que ce qu'a fait le boxeur Dettinger. Et où en est M. El Guerrouab? Alors, il a été chassé du groupe En Marche, mais il est toujours député, et sauf erreur de ma part, l'enquête piétine et il ne se passe rien. Voilà. Donc il y a 2 poids 2 mesures qui révoltent, en fait, le sentiment de justice des Français. Ce 2 poids 2 mesures qui est d'une violence contre le boxeur, contre un gilet jaune, et d'une tolérance extraordinaire vis-à-vis des amis du pouvoir, en réalité, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et last but not least, la cerise sur le gâteau, la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel, nommé par Richard Ferrand. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, tout le monde l'a entendu, M. Macron donnait des leçons, se scandalisait qu'en Pologne, on nommait, il y avait une réforme de la Cour suprême polonaise et de notre Conseil constitutionnel qui ne plaisait pas aux européistes et notamment évidemment pas à leur toutou qui est M. Macron.
où M. Macron avait même évoqué l'hypothèse que la France arrête de donner de l'argent à la Pologne. Au passage, il confirmait que ce que je dis est exact, hein, c'est-à-dire que la France verse beaucoup d'argent par l'intermédiaire des fonds européens à la Pologne. Et il reprochait quoi? Il reprochait que les Polonais faisaient une réforme de la Cour suprême polonaise qui plaçait la Cour suprême sous une suggestion qui lui déplaisait vis-à-vis du pouvoir politique. Mais qu'il balaye devant sa porte, M. Macron. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Parmi les réformes constitutionnelles que je proposais pour ce qui me concerne, il y avait celle qui consistait à réformer de fond en comble la nomination au Conseil constitutionnel français, qui actuellement, les membres du Conseil constitutionnel français sont d'une part les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit, d'autre part des membres qui sont nommés pour 9 ans par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et voilà qu'on apprend ces jours-ci que M. Richard Ferrand, en tant que président de l'Assemblée nationale, a décidé de nommer à la tête, au Conseil constitutionnel, Alain Juppé, maire de Bordeaux qui avait fait l'objet de condamnations judiciaires dont tout le monde se rappelle, ou que j'invite tout le monde à aller regarder les notices Wikipédia, sur M. Juppé, avec un jugement très sévère en disant que M. Juppé, à l'époque, avait trahi la confiance des Français. Donc M. Juppé se retrouve maintenant catapulté au Conseil constitutionnel par la simple faveur du prince. Et il s'agit d'une nomination politique. D'ailleurs, M. Juppé a versé des larmes de crocodile en disant qu'il était très triste de quitter la ville de Bordeaux. Bon, il avait déjà fait le coup il y a quelque temps de cela. Mais il était très triste de quitter la ville de Bordeaux, mais alors les journalistes lui ont dit, mais alors, vous conseillez de voter pour qui? Pour votre successeur? Et non. Moi maintenant, je vais être au Conseil constitutionnel, alors que d'ailleurs l'affaire n'est toujours pas validée, hein. Il considère que toutes les procédures, il peut s'asseoir dessus, à partir du moment où il a la faveur du prince, que toutes les procédures qui ensuite doivent valider la nomination, tout ça, il considère que c'est déjà fait. Mais il a dit que, lui, étant maintenant au Conseil constitutionnel, ne pouvait pas donner d'avis politique sur son successeur à Bordeaux. Bon. Sauf que le même monsieur Juppé, dans le même mouvement, a expliqué, interrogé sur les élections européennes et sur les prochaines élections, il a estimé qu'il fallait absolument tout faire pour empêcher que la durée qui a été écoulée depuis plus de 40 ans, je crois qu'il a évoqué 40-45 ans, je sais pas, en fait depuis 1957, que tout ce qui avait été consacré pour construire l'Europe ne pouvait pas être combattu, on pouvait pas revenir dessus, donc il fallait se mobiliser pour les élections européennes. Donc le même M. Juppé qui dit qu'il ne peut pas se prononcer pour qui sera son successeur, il trouve le moyen, tout en se proclamant membre du Conseil constitutionnel, il trouve encore le moyen de se prononcer contre les gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Ça prouve d'ailleurs bien l'angoisse, l'inquiétude des européistes. Je voudrais aussi d'ailleurs au passage signaler que M. Juppé a 73 ans et qu'il vient donc d'avoir comment dirais-je, c'est pas tout à fait une sinécure, mais ça s'en rapproche, un poste au Conseil constitutionnel, un poste de 9 ans, qui est d'ailleurs très bien rémunéré, merci pour lui. Ça veut dire que M. Juppé embraye à 73 ans pour un mandat de 9 ans qui va l'amener jusqu'à l'âge de 82 ans. Est-ce que c'est le monde nouveau ou est-ce que c'est l'ancien monde que M. Macron est en train de nous fourguer? En bref, et on pourrait multiplier les exemples de cette nature, la République française, sous l'égide de Macron, file un mauvais coton. Notre pays est en train, mois après mois, de s'enfoncer dans une société de plus en plus totalitaire, de plus en plus intolérante, qui interdit de plus en plus tout débat et les débats de fond, qui devient de plus en plus autoritaire et quasiment fascisante, jusque et y compris le fait d'approuver, à corps et à cri, des actes totalement contraires au droit international, comme par exemple soutenir le coup d'État inconstitutionnel qui a eu lieu au Venezuela, ou que de soutenir les actions internationales. À ce propos d'ailleurs, je voudrais signaler qu'on a appris il y a 2 jours qu'un journaliste de la BBC
après avoir enquêté, a découvert, a confirmé, ce que beaucoup de gens savaient, c'est qu'en avril 2018, le prétendu massacre de la Ghouta, où il y avait eu, paraît-il, des populations gazées, tout ça était en fait un montage, une opération de pure propagande, et qu'il y avait un docteur qui était, vous aviez vu peut-être ces films, ces vues qui avaient été immédiatement soutenus par l'Occident, où l'on voyait comme ça dans un hôpital des gens qui, paraît-il, avaient été gazés. Tout ça était en fait un véritable montage. On l'apprend donc maintenant, en février 2019. En tout cas, on a un observateur de la BBC, donc ça n'est pas rien, qui a mené une enquête serrée sur la question. En avril 2018, je rappelle, j'étais à l'époque en train de faire campagne avec nos collègues, nos équipes en Polynésie française. Et suite à cette affaire, M. Macron avait décidé d'envoyer des frappes sur la Syrie. J'avais d'ailleurs à l'époque fait une vidéo depuis Papeete, depuis Tahiti, pour demander aux députés et sénateurs de lancer la procédure de destitution de Macron, puisqu'il se permettait d'attaquer un pays étranger souverain, en l'espèce la Syrie, en envoyant des missiles sans avoir aucunement l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est formellement interdit par le droit international. De surcroît, il n'avait même pas averti la représentation nationale, donc il se heurtait à des articles de la Constitution, l'article 53, sauf erreur de ma part. Et donc, en fait, M. Macron violait aussi l'article 5, qui fait de lui le garant du respect des traités. Et en plus, il poussait la France dans un risque de déflagration militaire avec le protecteur de la Syrie, qui était, et qui est toujours d'ailleurs, la Russie. Le pire, c'est qu'il est désormais maintenant acquis, ce dont on pouvait se douter, ce dont je me doutais d'ailleurs lorsque j'avais fait cette vidéo en avril 2018, c'est que en plus de tout, le fait générateur, la prétendue attaque, en fait, était une fake news sur laquelle M. Macron s'était appuyé. Voilà qui nous avons à la tête de l'État. Nous avons quelqu'un d'extrêmement dangereux. Encore une fois, je demande, mais nous ne les lâcherons pas. Nous continuerons à demander aux députés, aux sénateurs de lancer la procédure de destitution. Et pour ce qui vous concerne, je vous demande de vous mobiliser pour tout faire pour que le 26 mai 2019, Macron ait la pire nouvelle qui puisse lui arriver, c'est que d'un seul coup, il y a un parti qui émerge à la surprise générale des élections européennes. Ce parti, ce sera l'UPR. Car vive la République et vive la France. Ne manquez pas la prochaine allocution de François Asselineau, demain soir à 20h. Vous avez été donc pendant de nombreuses années, 18 ans, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis ensuite, donc maintenant vous faites du conseil, comme vous l'avez dit, vous avez pris votre retraite de la Cour européenne. Et puis vous avez adhéré à l'UPR. Alors c'est un peu étonnant pour nos auditeurs, parce que certains peuvent se dire, à partir du moment où ce monsieur a été à la Cour européenne des droits de l'homme, a priori, il est pour des institutions supranationales, etc. Est-ce que je peux vous savoir d'abord comment vous avez connu l'UPR, déjà, et ensuite pourquoi vous avez décidé d'y adhérer? C'est à cause de vous.
Alors j'ai écouté vos conférences à travers YouTube, à travers, Twitter, Facebook, tout ça. Et là, j'étais persuadé. Jamais dans ma vie, j'étais un membre d'une parti politique. Vous n'avez jamais adhéré auparavant à un parti politique? Jamais. Ni en Slovénie, ni nulle part. Ni en États-Unis, ni ici, en France, non, jamais. C'est pour la première fois, j'étais tout à fait persuadé. Je me souviens dans la première ronde de l'élection présidentielle en France. Premier tour d'élection. Vous avez eu combien? 5 minutes d'espace médiatique. Et là, je sais, voilà, ça c'est le monsieur que je veux. Et après, je vous avais découvert à travers YouTube et tout ça. Maintenant, je suis complètement persuadé, j'ai attraire. Oui, j'ai vu, vous avez acheté notre cravate. Alors, j'avoue que vous êtes en plus UPR que l'UPR. C'est plus royaliste que le roi, on dit en français. En anglais, c'est more Catholic than the Pope. Plus UPR que le président de l'UPR. Mais, donc, vous avez voté, vous êtes français, citoyen français, vous avez donc le droit de vote, vous avez voté pour moi au premier tour de l'élection présidentielle. Oui. C'était exceptionnel en Slovénie, j'étais un expatrié, mais j'ai voté pour vous. Ma femme aussi. Ah oui, vous avez voté à Ljubljana. Ouais. À l'ambassade. Ouais. Il y a eu combien de voix? J'ai fait combien de voix à Ljubljana? Peut-être 20, quelque chose comme ça, ouais. Mais quand même, alors je vous remercie c'est flatteur ce que vous dites, mais pourquoi est-ce que mes analyses vous ont paru justes? Elles ont correspondu à ce que vous avez pu voir au cours de votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce qui vous a donné à penser que mes analyses étaient les bonnes? Est-ce que c'est l'expérience que vous avez eue en professionnel auparavant? Aussi, ouais. Non, c'était... Bon, au niveau général, vos conférences sont très pédagogiques. Vous expliquez, vous êtes un phénomène, parce que vous retenez dans la tête les choses phénoménales. Alors ça, c'est complètement persuasif pour quelqu'un, peut-être pour tout le monde. Mais pour moi aussi, parce que j'ai vu quelqu'un qui parle de la vérité. Vous avez dit dans une conférence que la vérité perdure. Et là, j'ai trouvé la vérité pour moi, à mon âge, 72. J'ai quand même trouvé la vérité qui est sincère, qui est expliquée, qui est pédagogique même, qui est perdurant, si on peut dire ça en français. Mais vous avez des collègues à la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'ils vont savoir que vous avez adhéré à l'UPR, ou même en France, il va y avoir des gens qui vont être surpris, qui vont se dire « mais comment est-ce possible ?» alors que notre mouvement politique veut sortir de l'Union européenne, même s'il n'y a pas de rapport entre l'Union européenne et la Cour européenne, ils vont se dire pourquoi. Voilà. Moi, je m'en fiche. Je suis Sebastiano del Contrario. Je m'en fiche totalement. Merci. En attendant, pour nous, je suis extrêmement heureux et même honoré que M. Zupancic, compte tenu de la carrière très brillante de juriste international qu'il a fait, parce que ça n'est pas donné à tout le monde d'être juge à la Cour européenne des droits de l'homme et qui plus est président de l'une des sections, et ceci pendant 18 ans, après avoir été l'un des membres du Conseil constitutionnel, enfin de la Cour constitutionnelle de son propre pays. Donc c'est une personnalité tout à fait éminente. Je suis flatté, honoré, non seulement moi, mais tous les membres de l'UPR, de l'accueillir parmi nous. Ce qui est très flatteur pour nous, c'est que vous êtes d'une certaine façon un témoignage de moralité que notre mouvement politique est un mouvement qui est ouvert sur le monde et qui milite justement pour les droits de l'homme. Oui, aussi, oui. Mais par la vérité. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est rare, c'est très rare. Au niveau de politique, complètement. Si vous dites que M. Macron, dans sa tête malade, vous utilisez cette phrase, ben là, je suis complètement d'accord. Mais je l'ai vu avant. Pas maintenant, je l'ai vu avant qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est la même chose avec Justin Trudeau, ou je sais pas, les autres politiciens, parce que la chose a changé. J'explique ça dans le dernier chapitre du livre. C'est une collapse. Un effondrement? Un effondrement de intégration morale, on dit ça, au sens sociologique. Ça, c'est déjà une anomie aujourd'hui. Ça, c'est assez grave. C'est pareil en Slovénie? Ouais, on sait. Parce qu'il y a... Ça devient compliqué avec Lacan, avec Freud, avec tout ça, et des palisations, mais il y a un effondrement
d'intégration de morale. Et on est maintenant avec un ami de Émile Durkheim. Ça, c'est triste, mais c'est vrai. Alors là, vous parlez à des sociologues en France. Vous citez Durkheim. Ouais. Vous êtes, vous aussi, un phénomène, quand même. Vous êtes extrêmement cultivé et vous connaissez en particulier... D'abord, vous parlez très bien français. Ouais. Et vous parlez l'anglais, le slovène. Et en plus de ça, vous connaissez bien, à ce que je vois, l'école sociologique française avec Durkheim et autres. D'accord. Non, même dans l'éducation socialiste communiste à l'époque, c'était en 66-7. Du temps de Tito, donc. Oui, on a eu en sociologie de droit avec beaucoup de sources françaises. Aussi Durkheim et tout ça. Ça faisait partie de mon éducation juridique à l'époque. Une excellente éducation, quand même. Oui, c'était assez bien. L'éducation dans le communisme, c'était pas mal. Hein. En droit, c'est une autre chose, peut-être même technologie, médecine. En Yougoslavie, c'était pas mal du tout. Alors, vous avez fait un autre ouvrage, enfin, vous avez fait d'autres ouvrages. Il y en a un qui s'appelle La chouette de Minerve. Alors, pour les gens qui me connaissent, je cite souvent, c'est un aphorisme qui vient de Hegel dans la philosophie du droit, je crois. Ça doit dater du début du 19e siècle, vers 1820, lorsque Hegel, ce grand philosophe allemand, dit « La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ». Alors j'ai mis ça en exergue de ma conférence sur l'histoire de France, et j'ai vu, alors tout à fait surprenant, que vous avez utilisé ça il y a plusieurs années dans un de vos ouvrages. Non, oui, mais en anglais, ça c'est Hour of Minerva. Mais exactement, je suis encore un peu pessimiste. Hein. Ça veut dire que the dark is falling. Anomie, ça progresse. Alors là, the Hour of Minerva, la chouette de Minerve, ça commence à flapper, comme on dit en français. À voler ou à s'envoler? Oui, à voler. Elle a du mal à s'envoler ou elle s'envole? Non, elle s'envole déjà, oui. Elle s'envole parce que là... C'est vous qui vous êtes en train de l'aider de voler. Hein. C'est peut-être un peu tard, mais on verra. Alors, faut pas être trop pessimiste. On va terminer cet entretien. Auparavant, je voulais quand même d'abord vous remercier. Puis alors, vous poser une question. Enfin, on en a parlé avant. Est-ce que... Vous êtes citoyen français. Oui, je suis citoyen. Vous êtes naturalisé. Naturalisé français. Ouais. Vous avez été naturalisé il y a longtemps? 5 ans, quelque chose comme ça. Il y a 5 ans? À Strasbourg. Ouais. À Strasbourg. Ouais. Vous avez un fils qui est français? Un fils qui est médecin ici à Paris. Un autre fils qui fait ingénieur de mécanique en Liban. Mais ils sont tous français. Une troisième aussi. Ils sont tous français. Ils parlent français entre eux. Alors, quelquefois, je comprends rien ce qu'ils disent. Parce qu'ils parlent plus vite français que vous. En attendant, vous êtes... c'est en rencontrant des personnes comme vous qu'on est quand même flatté de voir que la naturalisation de personnes étrangères, ça marche et que parfois, on a vraiment des... Permettez-moi de le dire, mais on est fiers. Que vous soyez français. Merci. J'en ai parlé avec vous auparavant, je vous ai fait une proposition. Je vous ai demandé si vous accepteriez, en tant que Français, que citoyen français, qu'électeur français, en tant et surtout ayant cette extraordinaire connaissance du monde juridique international et de la Cour européenne des droits de l'homme, en tant que finalement représentant de la quintessence de ce qu'a apporté l'Europe au monde, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme. Est-ce que vous accepteriez d'être sur la liste de l'UPR pour les élections européennes? Je serais ravi. Ça serait quelque chose pour moi, oui. Pour la première fois, un engagement direct politique. Donc vous serez sur notre liste. Oui. D'accord. Alors voilà, je vais proposer au Bureau national, lors de la définition de la liste qui est bien avancée maintenant, je proposerai votre nomination, votre investiture sur notre liste pour les élections européennes, avec plaisir. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Une place éminemment symbolique. On va l'annoncer d'ores et déjà quand même sur les réseaux sociaux et par un communiqué de presse, parce que pour nous, c'est important. Il est important que les Français, l'opinion publique française, comprennent que la vérité, elle dure, comme vous l'avez rappelé. La vérité, l'avantage de la vérité, c'est qu'elle dure. Et puis aussi, elle transcende les peuples, les nations. Elle s'impose entre gens de bonne volonté. Voilà, nous sommes contre l'Union européenne, contre l'euro. Nous voulons sortir de l'OTAN. Mais nous sommes pour
l'amitié entre les peuples et pour non seulement l'amitié, mais la connaissance en profondeur des peuples d'Europe. Voilà. J'en profite pour dire, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'étais allé à Ljubljana, c'était une... À l'époque, j'avais 13 ans quand j'y suis allé, c'était une petite ville absolument charmante. C'est resté aussi charmant que ça? Oui, c'est un peu comme Salzbourg. C'est un peu comme Salzbourg, oui. Avec un château, oui. Les rivières là-bas. Alors, toutes celles et tous ceux qui écoutent, 2 conseils. Si vous vous intéressez vraiment au droit, c'est un livre érudit. Hein. C'est pas un livre qu'on achète dans une gare. Hein. C'est pas un policier. C'est un livre érudit, mais notamment les étudiants qui veulent avoir une vision très intéressante sur le droit international et notamment sur la Cour européenne des droits de l'homme avec toutes les polémiques qu'il y a derrière. Je vous suggère ce livre de Boštjan, Sébastien, on va dire en français, Supancic, on va dire Supancic en français, sur la Cour européenne des droits de l'homme, rétrospective d'un initié, 1998-2016. C'est publié chez l'éditeur L'Harmattan dans la collection Logique juridique. Ça a été publié en décembre 2018. Et puis un autre conseil, c'est que si vous ne connaissez pas ce très joli petit pays qui s'appelle la Slovénie, qui est juste à côté du nord de l'Italie, pas loin de Trieste, vraiment le nord-est de l'Italie, allez faire un tour en Slovénie au printemps ou à l'automne. C'est très joli. Allez éventuellement voir à Görice la tombe de Charles X. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est un très joli pays. Et puis il y a des gens dedans qui valent vraiment la peine. Et puis le troisième conseil avant d'en finir, c'est que je vous conseille, au moment venu, de voter pour la liste de l'Union populaire républicaine aux élections européennes, parce que nous allons faire la surprise. Et comme vous l'avez vu, nous avons des ralliements. Il y a quelques jours, Étienne Chouard a dit qu'il voterait pour notre liste. Aujourd'hui, eh bien, c'est M. Supancic, qui a été pendant 18 ans juge à la Cour européenne des droits de l'homme et pendant 6 ans, je crois, président de l'une des sections, et qui fera partie lui-même de notre liste. Merci beaucoup, M. Supancic. Merci à vous, oui, je suis ravi. Et il y avait Madame Bourbon-Parme, ambassadeur de France. Pourquoi pas. Ouais. Nous le sommes d'une certaine façon de naissance. C'est une certitude. Et vous êtes européen par définition. Et nous sommes élevés pour ça depuis très jeune, donc on perd pas trop la boule dans notre famille, dans ce sujet-là. Ouais. Mais alors, Madame Alliot-Marie était là et ma fille commence à lui en parler. Ouais. Et je me souviendrai que Madame Alliot-Marie disait à l'époque que les ambassadeurs en Europe, finalement, alors c'est un peu péjoratif, vos amis vont pas être contents, hein, mais ce n'était plus que des hôteliers.
Des hôteliers. C'est-à-dire qu'ils tiennent des ambassades, qui sont à la disposition des hommes politiques qui se promènent. Mais s'il y a des décisions importantes à prendre, on a toute la communication qu'il faut. C'est pas comme il y a 200 ans où il fallait prendre 3 semaines pour aller d'un pays à l'autre, où là, l'ambassadeur avait vraiment la fonction de représenter la France et prendre des décisions pour la France. J'entends bien, Charles, mais pour revenir à cette histoire, ça ne vous choque pas ? Je vois bien, hein, j'en ai 3 sur 4 qui trouvent que finalement, que Luigi Di Maio arrive en France de manière inattendue, en prévenant 1 heure à l'avance, c'est-à-dire depuis son avion, hein, qu'il arrive et qu'il va rencontrer des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui s'opposent au pouvoir en place. On l'a dit autour de la table jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu que le problème entre la France et l'Italie. Si c'est un problème, je ne sais pas. Parce que avec la Hongrie, avec l'Allemagne, pour différentes raisons, chacun s'occupe un peu des affaires des autres. C'est aussi une vieille histoire. Enfin, je veux dire, je me permets de revenir sur le fait que la France et l'Italie, qui ont vécu des heures de gloire dans leur passé politique, et de l'époque de Mitterrand et de Craxi, qui se tenaient la main aussi bien qu'avec Kohl ou d'autres. Là, aujourd'hui, la France et l'Italie, depuis 2011, hein, pour faire clair, ils sont vraiment dans une situation de tension. Depuis l'opération Sarkozy-Cameron contre Kadhafi, où on est allé là pour le coup foutre un grand bazar dans une fourmilière qui en avait pas besoin. Et le manque de solidarité de la France vis-à-vis de l'Italie, qui était seule à accueillir et depuis ces tensions par rapport aux migrants qui commencent à être un peu compliquées. On l'a vu à l'Aquarius, on l'a vu à tous les grands moments. Je pense, moi j'ai pas dit anodin tout à l'heure, hein, vous m'avez repris là-dessus, mais j'ai pas dit anodin. Je dis pas que c'est anodin, je pense que c'est de la gesticulation politique. Gesticulation politique qui a encore pour but de détourner l'attention des médias en qualifiant les gilets jaunes. Déjà, on les traite d'ignards à longueur de journée, de pas capables de gérer la démocratie, etc. Et là, je rejoins complètement Étienne Jouard. Et en plus, maintenant, on va profiter du gouvernement démon de l'Italie pour stigmatiser une fois de plus les gilets jaunes. Ce sont leurs amis, vous comprenez. Ça ne peut pas être des gens bien. Et ça, à mon avis, c'est un détournement de la pensée. Sur les gilets jaunes, il me semble quand même qu'il faudrait chercher la cause de toutes ces violences. La cause, elle est dans une maltraitance économique et sociale d'une partie de la population qui en peut plus. Vous avez des gens qui gagnent 800 € par mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, vivre à 800 € par mois, vous avez un enfant, ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, vous avez des femmes sur les ronds-points, et quand les femmes sortent parce qu'elles n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ça va barder, parce que c'est trop. Dans toutes les révolutions, quand les femmes étaient là, ça allait mal. Mais ça n'est pas tout. Pourquoi ces gens-là sont dans la rue? C'est parce nous ne sommes pas représentés. Eux, ni nous ne sommes pas représentés. Nous n'avons pas de représentants. Il n'y a que les ultra-riches qui ont des représentants. Le système de l'élection, cette procédure qui s'appelle le suffrage universel, mais qui est un faux suffrage universel. Un vrai suffrage universel, ça consisterait à voter nos lois. Ou au moins, si on élit, c'est-à-dire si on renonce à voter, au moins que nous gardions le contrôle de nos représentants. Qui est-ce nous, mais nous tous, je dis nous tous, et moi je ne suis pas un escroc. Qu'est-ce qui nous empêche de militer, de monter dans un parti et d'aller nous faire élire à la base dans une municipalité? Ça coûte une fortune un parti. Mais c'est pas ça, c'est que nous faire élire, c'est à nouveau c'est devenir les voleurs de pouvoir qui nous confisquent la politique, mais c'est pas une solution. Ça ne va pas rendre le pouvoir aux autres. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les citoyens, Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le pays est devenu impur. Vous ne commettrez aucune de ces abominations. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Une abomination. Vous ne commettrez aucune de ces abominations. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme. Des lois abominables. Ces lois abominables. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, car c'est la nudité même de ton frère. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. C'est par elles que se sont rendues impures les nations que je chasse devant vous. Le pays est devenu impur. Tu ne coucheras pas avec... Je dis bien nous tous. Oui. Je ne parle pas du tout uniquement de ceux qui sont d'accord avec moi. Je parle de tout le monde. Oui. Nous devrions tous avoir une possibilité de contrôler et de révoquer nos représentants quand on n'est pas content. Mais comme nous laissons écrire... Révoquer, l'évolution de la 5e, c'était le président de la République 7 ans. Le mandat a été ramené à 5 ans. Si
le mouvement aboutit à pouvoir révoquer le président de la République au bout d'un an ou deux, la France, qui déjà n'arrive pas à bouger... Mais c'est extrêmement insuffisant d'avoir un droit... Renforcer l'immobilisme, non? C'est pas la thrombose qui guette la France, si on peut révoquer les élus? Mais pourquoi pas? Je ne comprends pas. Si vous avez le pouvoir de révoquer les élus... Il faut du temps pour changer les choses. Mais si vous avez le pouvoir de révoquer les élus, vous n'allez pas les révoquer du tout. C'est-à-dire que, sachant qu'ils peuvent être révoqués, ils vont enfin servir les gens qui les ont élus, au lieu de servir ceux qui ont financé leur campagne électorale, ceux qui ont acheté les médias qui leur permettent de passer à la radio et donc d'être élus. Je veux dire, manifestement, enfin, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais, mais les représentants ne servent pas l'intérêt général, ils servent l'intérêt des plus riches. C'est scandaleux. Macron et sa bande de voleurs sont en train de piller le pays. Ils ont détruit le droit du travail, ils sont en train de détruire la sécurité sociale, ils sont en train de vendre tous les biens publics, les barrages, les autoroutes avec lesquelles leurs copains se goinfrent littéralement. Vous avez vu ce qui est sorti hier, les rendements qui viennent d'être publiés. Au bord de Sarthe, il est 1h du matin, alors je vous présente l'état des lieux. L'état des lieux au bord de Sarthe à 1h du matin. Alors vous voyez toute cette bande de dégénérés qui est en train d'emmerder tout le monde, qui est en train d'emmerder le voisinage, qui fait du tapage nocturne de manière notoire, et c'est comme ça tous les soirs. Tous les soirs, c'est quasiment la même chose. Voilà, cette bande de jeunes dégénérés, décérébrés, qui génèrent des nuisances. C'est extravagant. Les autoroutes sont à nous. Nous les avons. La Française des Jeux. J'ai payé 2 fois déjà. L'autoroute, nous les avons payées 2 fois. Et au moment où, enfin, ça allait pouvoir devenir une ressource pour l'État, et donc possiblement soit une augmentation des services publics, soit une diminution des impôts, au lieu de ça, on les vend à vil prix aux copains qui ont fait élire les représentants en question, mais ce sont des traîtres qui vendent tous les biens publics. Enfin, ça suffit, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pour résister? Rien. On parle de Villepin, hein. La vente des autoroutes, c'est Villepin, me semble-t-il. Mais c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes. Moi, je m'en prends pas aux personnes. J'ai rien contre les personnes. J'ai un problème avec les institutions. Je n'attends pas de nos acteurs politiques qu'ils aient de la vertu. Ils n'en auront pas. Personne n'est parfait. Chacun d'entre nous avons de la vertu et du vice en nous. Je cherche des institutions qui vont nous inciter à la vertu, qui vont inciter les acteurs politiques à la vertu, et qui vont les désinciter du vice. Il faut que les acteurs aient peur, les acteurs politiques, les politiciens, il faut qu'ils aient peur d'un texte. Ce texte-là, ils devraient le craindre. Au lieu de ça, ils le modifient. Dès qu'ils sont gênés, les élus se réunissent en congrès, ils changent le texte qu'ils devraient craindre. C'est une folie. Et ce que font les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont en train de s'entraîner à écrire ce texte. Et ça va tout changer. La démocratie, Monsieur Chouard, pour clore ce sujet, puisqu'on s'est quand même pas mal éloigné de l'Italie, où est-ce qu'elle s'applique dans le monde? C'est aux États-Unis? Mais c'est pas parce que ça n'existe pas que ça devrait... Mais c'est pas parce que ça n'existe pas encore. C'est un peu ce que disaient les communistes qui finalement disaient c'est un monde idéal vers lequel pour l'instant ça fonctionne pas, mais ça a marché un jour. C'est pas du tout idéal. Et je suis pas sûr du tout que le peuple constituant, le peuple, c'est-à-dire une collectivité humaine constituant, je ne suis pas sûr du tout qu'ils mettent en place une démocratie directe. Je ne suis pas, moi, partisan d'une démocratie directe. Je pense que un système représentatif, mais institué par nous-mêmes, c'est-à-dire correctement contrôlé, où les citoyens représentés, nous avons besoin d'être représentés, mais garderaient le contrôle de leurs représentants, serait un bien meilleur système qu'une oligarchie plutocratique comme celle d'aujourd'hui, ou comme une démocratie directe qui probablement ne fonctionnerait pas aussi bien. Donc moi je suis pour un système représentatif, mais qui serait institué par les représentés et pas par les représentants. Et c'est ça qui va tout changer. Et c'est ce que font les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, chassés des ronds-points par les forces de police, ne peuvent plus manifester et se replient dans des salles diverses où je les visite et où ils font des ateliers constituants. C'est-à-dire que nous nous entraînons. Donc c'est-à-dire qu'ils travaillent sur une nouvelle constitution? Mais oui. Et ça sur quelle base? Est-ce qu'il y a une base, un canevas La première base, c'est d'apprendre les plans de la prison, donc de lire la Constitution, oui, qui est une prison politique dans laquelle... La 5e de De Gaulle et de Debré, vous la considérez comme une prison politique dans laquelle... Mais oui, mais je peux le démontrer. Une prison politique dans laquelle les citoyens n'ont aucun pouvoir de résister. Ce qui fait qu'il ne nous reste que la rue. Et quand on tombe sur des dingues comme Macron qui nous font tirer dessus, parce qu'ils ont des ordres, les policiers, et quand ils nous nassent, les policiers eux-mêmes, aucun des policiers n'a le pouvoir de savoir que c'est nassé.
Il n'y a que l'état-major, là, ceux qui sont au-dessus, qui savent qu'ils ont bouché toutes les sorties. Et que les papis, les mamies, les enfants, les femmes qui sont là vont se faire gazer. Et ceux qui ont dévasté l'Arc de Triomphe, c'était les papis et les mamies. Non, mais d'accord. Et ceux qui ont brûlé les voitures, c'était les papis et les mamies. Et ceux qui dévastent les. Mais comment exercez-vous la justice quand vous avez 1000 personnes, vous en avez. Il faut bien. Quand les papis et les mamies sont au milieu de voyous. Eh ben vous les punissez en même temps que les voyous. Vous êtes bien obligés d'arrêter. Vous êtes bien obligés. Mais nous, on n'est pas obligés quand il y a des voyous de punir aussi les passants qu'il y a autour. Proposez-vous, Monsieur Thouars, parce que alors moi, je m'adresse à nos spectateurs. Il y a dans une foule des papis et des mamies très gentils et très pacifiques qui veulent changer les choses, ok. Et il y a au milieu des voyous de toute obédience politique, armés par leur propre intérêt. Armés et violents, ils sont connus nommément. Vous avez entendu là Donc vous êtes en faveur des lois qui sont votées pour que ces gens soient assignés à résidence et n'aient pas le droit de se déplacer. Ceux qui sont armés et ceux qui viennent tout casser, effectivement, il faudrait les tenir à l'écart. Mais c'est pas du tout ce qui est fait. C'est pas. Il n'y a pas besoin d'une loi pour soi. La police les connaît et la police les laisse rentrer. Vous avez tout le monde qui est surveillé. En France, en démocratie, on peut pas contrôler les gens qui se déplacent. Hein. Mais comment? Moi, je vais où je veux. Étienne Christen va où il veut. Oui, a priori, de votre côté, vous vous déplacez comme vous voulez, non? Quand on arrive sur la place de l'Étoile, vous avez bien vu, on nous fouille nos sacs. Cette mamie, on lui a retiré, on l'a trouvé dans son sac des lunettes de plongée. Elle allait nager et on l'a mise en garde. On l'a mis dans un fichier. Pardon, Monsieur Thouars, mais ça a été entendu des centaines de fois dans tous les tribunaux. Il y avait un type qui a été pris avec une raquette de tennis et des boulons. Il disait que ça n'avait pas de rapport. Il y en a d'autres qu'on a pris avec des masques de chantier et compagnie. Ils étaient là juste parce qu'ils allaient bricoler chez des copains. Non, mais d'accord. Il y a un moment où c'est n'importe quoi. C'est des gros mensonges, Franck, non mais un mensonge ne vous permet pas de dire que tout est mensonge. Oui. J'entends bien. Il ne faut pas faire croire que les papiers et les mamies sont des pacifiques et que les voyous, ceux qu'on prend avec des lunettes de piscine, ils ne sont pas au milieu de la manifestation. Moi, j'ai des lunettes de piscine dans ma moto. Il se trouve que quand je vais manifester, je n'ai pas mes lunettes de piscine sur moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où les gilets jaunes, c'est une fiction? Non, mais les lunettes de piscine, c'est pas dangereux. Je suis désolé, c'est pas une arme. Les lunettes de piscine, vous savez que vous allez être gazé. Tous les samedis se font gazer. C'est comme à la piscine, là. Je crois quand même. Non, mais la mamie, elle allait à la piscine, je vous promets. Mais c'est un cas, on va pas. La question de la violence des Black Blocs, très objectivement, je suis convaincu que la police connaît l'identité de la majorité des Black Blocs. Exactement, on pourrait les empêcher. C'est pas des foules extraordinaires, ils ont été vus dans un grand nombre de manifestations. Je pense personnellement qu'autant c'est difficile de contrôler les manifestations des Gilets jaunes. De la même manière que les hooligans en Angleterre. Mais je pense que les Black Blocs. On a réglé les hooligans en Angleterre et ceux du PSG aussi. C'est pas très facile, mais ce serait assez facile à interpeller si la volonté était réellement de le faire. Et les milliers de Gilets jaunes que je vois tout le temps, ils sont pacifiques comme tout. Ils sont pacifiques, je vous jure qu'ils sont pacifiques. C'est clairement les témoignages qui. Mais oui, vous le savez bien. Bien sûr, il n'empêche qu'il y a des violents et que ceux-là sont devenus finalement assez symboliques du mouvement. Oui, mais vous rendez pas la justice en gazant tout le groupe qui est sur une place, en les nassant, en les gazant, en les tapant, en les éborgnant. Ouais. Enfin, mais éborgner, enfin... il faut qu'il meure pour que vous trouviez ça grave. Le gars, il a perdu son œil. Ne vous adressez pas à moi. Oui, je veux dire, vous, je parle à la cantonade. Vous. À la cantonade, oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais c'est pas policier ni oui, bien sûr, mais je ne réprimande personne. Je vous propose on a largement débordé ce sujet, donc ça va restreindre le temps que nous pourrons consacrer au suivant. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour le sujet suivant. Messieurs, merci, ça bouge. Pardonnez-moi. À tout de suite. Je vous en prie. Au contraire, vous êtes là pour ça, Monsieur Thouars. Si vous avez des choses à dire, nous sommes heureux de les partager avec vous. À tout de suite pour la suite de cette émission. Rebonjour. Sujet suivant. Les européennes. Yann Thouars, déjà, il rit. Ok. Sujet périphérique, je crois pas. Il n'empêche que les forces sont en train de se mettre en place et en mouvement. Les dirigeants des listes ont été désignés. On peut pas parler vraiment d'élection. Ils sont désignés. Alors, je vais prendre par ordre d'âge. Jordan Bardella,
Le Rassemblement National, Manon Aubry. Alors, Jordan Bardella, il a 23 ans. Manon Aubry en a 28. François-Xavier Bellamy, ça c'est les Républicains. Il en a 33. Yann Brossat, 39. Ingrid Levavasseur, j'ai pas capté, mais je crois qu'elle a 34 ans. Donc, on est sur, clairement, des élections avec des jeunes inexpérimentés en tête d'affiche. Même le PC a désigné son représentant, il s'appelle Yann Brossat, il est adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, c'est pour ça qu'on le voit pas mal dans les médias, et il a 39 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections? Est-ce que ces jeunes qui sont en tête vous donnent envie de voter, vous donnent envie de poursuivre le dégagisme qui s'est commencé, dont peut-être les gilets jaunes sont un symbole? À propos des Gilets jaunes, les élections sont quand même difficiles. Les listes sont difficiles à mettre en place. Ingrid Levavasseur, qui a monté une liste qui s'appelle Ralliement... J'ai mal écrit. Vous savez, Ralliement... C'est RIC, Ralliement d'initiative citoyenne. Référendum dit, c'était... Ralliement. Ah oui, oui, sa liste s'appelle Ralliement. La liste s'appelle RIC, évidemment, pour poursuivre le... C'est un jeu de mots. Le RIC, oui, c'est un dévoiement. C'est un écho. C'est un dévoiement d'acronyme. Dans tous les cas, même les Gilets jaunes, qui sont à aujourd'hui 5 listes potentielles, ont du mal à se rassembler, puisqu'il faut trouver 79 candidats. Ça vous inspire quoi, ces élections, Charles? Ça vous donne envie de voter, le fait qu'il y ait des jeunes, le fait qu'il y ait des listes qui soient déjà constituées? En gros, il manque plus que La République En Marche. Moi, ça m'ennuie foncièrement. Je suis navré. Les européennes vous ennuient? Ah oui, carrément. Quand vous pensez que pour faire une liste, vous pouvez pas commencer à travailler en dessous entre 800 000 et 1 million d'euros. Ah, c'est l'argent qui vous pose problème. D'accord. Comment voulez-vous que des listes de gens intelligents ou de gens qui ne sont pas soutenus par des partis ou des gens qui n'ont pas la grosse machine derrière eux se présentent? Ils peuvent pas. On peut lever de l'argent. Il y a du crowdfunding. On voit bien l'écho et le succès des cagnocs qui ont été montés, soit pour le boxeur fou, soit pour les policiers. Mais pourquoi faire quand vous serez élu? Vous n'aurez aucun pouvoir. Le Parlement européen est un parlement croupion qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut rien changer. Il n'a même pas l'initiative des lois. D'accord. Il est cornaqué par le Conseil. Vous n'irez pas voter? C'est ce que vous me dites, si, parce qu'il y a un intérêt secondaire. Mais sur l'intérêt principal, on ne s'émancipera jamais avec l'élection. Charles ne va pas aller voter, j'ai bien compris. Moi, je vote toujours. Vous votez toujours? Même malgré le manque d'enthousiasme? Toujours. Je crois que c'est un devoir. Les gens sont morts pour avoir le droit de voter. Les femmes votent en France depuis pas longtemps. Ouais. Je pense que de ne pas voter, c'est pas responsable. Parce que vous avez maintenant, je ne suis pas sûr que mon vote va tout changer, malheureusement. C'est le principe de la démocratie. Mais voilà. Non, la démocratie, c'est pas un homme, une voix pour élire un maître. Oui. Parce que c'est ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est d'élire des gens qui vont tout voter à notre place. C'est-à-dire que par nos votes, nous renonçons à tout jamais. Pour toute la session, nous renonçons à voter. Ouais. Un vrai vote, ça consisterait à voter les lois. La démocratie, directement, c'est pas... ça c'est votre dada, je vois, c'est celui de votre livre. C'est-à-dire que dans une démocratie, il me semble que le démos devrait avoir du kratos, le peuple devrait avoir du pouvoir. Or, quand vous ne lui laissez que la possibilité de désigner un maître qui va tout voter à sa place, retirons maître si ça vous dérange, il va désigner une personne qui va tout voter à sa place, qui va tout décider à sa place, et contre lequel il ne pourra rien. Regardez, les gilets jaunes sont maltraités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent juste aller dans la rue, c'est tout. Les mouvements de rue viennent de l'absence d'institutions, je voudrais vous interrompre parce que vous avez dit que autant les élections ne vous intéressaient pas, mais vous y voyez un intérêt secondaire. Un intérêt secondaire, je vois par exemple, en l'occurrence, mais pour ce cas-là, il y a un résistant à l'Union. Je vois l'Union européenne comme une prison politique de niveau supérieur par rapport à notre prison nationale. Pour les mêmes raisons, ce sont des acteurs politiciens professionnels qui ont écrit la Constitution française, et c'est une prison nationale, et ce sont des politiciens professionnels qui ont écrit la Constitution internationale qu'est l'Union européenne, et ça donne une prison supplémentaire. Nous sommes dans 2 prisons. Donc, je ne vois pas comment l'élection va me permettre de me sortir de ces prisons-là. J'étais en train de vous dire que pour sortir de la prison européenne, il y a un acteur en France, pour l'instant, qui milite ardemment pour la sortie de l'Union européenne. Il s'appelle Asselineau. Oui. Et ce gars-là ne passe dans aucun média. Zéro, aucun média. Il a eu une faible audience au présidentiel, ce qui lui a retiré sans doute un petit peu de poids. Il a eu l'audience de ce qu'on lui avait donné dans les médias. Il est passé dans 1% des médias, il a eu 1% aux élections. Oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pour moi, je considère que la sortie de l'Union européenne est prioritaire. C'est une des priorités. Nous devrions
pour pouvoir décider de notre sort, pour pouvoir accéder aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous devrions sortir de l'Union européenne. Et donc, ce gars-là, excuse-moi juste une seconde, mais ce gars-là est le seul qui se bagarre sérieusement, réellement pour sortir de l'Union européenne. Il mériterait des tribunes. Or, les médias lui retirent toute tribune au prétexte qu'il n'a pas de voix. Donc, sans aucune illusion sur le fait que l'élection ne me permettra pas de m'émanciper, je peux quand même lui donner une voix pour que les médias ne puissent plus le cacher. Il va monter Sans doute, oui. Il a 79 personnes qui vont le suivre. Dans le panorama que j'ai monté, je ne l'ai pas vu apparaître. Parti du pays, Asselineau. Monsieur Lassalle aussi veut se présenter. En tout cas, lui, il porte le gilet jaune à l'Assemblée. Moi, j'ai jamais prôné l'abstention, puisque de toute façon, à mon avis, que nous votions ou que nous ne votions pas, de toute façon, ça change rien. Nous sommes dans une prison politique, et donc, s'il y a des intérêts secondaires pour aider un petit parti qu'on juge valeureux, pourquoi pas, mais sans illusion. Mais donc, on n'est pas. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, on s'en fout. L'élection ne changera rien sur le fond. Là, je veux dire, je rebondis sur la présence d'Asselineau aujourd'hui dans un discours qui est à peu près construit et qui lui est cohérent depuis la première heure. C'est-à-dire qu'il n'a même pas évolué, n'a pas changé. Enfin, il pousse vraiment son raisonnement plus loin. Mais il me fait presque, pitié quand on sait le sort qui a été réservé à Philippe Séguin et Philippe de Villiers en leur temps. Qui avaient des audiences bien plus fortes et qui ont été nettoyées, débarrassées comme des malpropres au moment de Maastricht. Mais l'histoire du Brexit, est-ce qu'elle vous met pas en garde contre une tentative de la France j'étais à Londres encore il y a quelques semaines. Je veux dire que le Brexit a l'air de nous affoler beaucoup plus que les Anglais eux-mêmes. On a beau me dire que les Anglais, les Londoniens, machin, sont pas pour et tout va bien. Tout va bien. Et la livre aussi. Donc, sauf que la récession menace, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, la croissance commence à chuter. Moi, ce qui me fait peur au niveau des Européennes, pour en revenir à ça, c'est que de toute façon, on va relancer le débat. Et là, je rejoins complètement Étienne sur le fait qu'il faut voter, il faut participer, il faut rentrer dans le débat pour justement exprimer peut-être notre désaccord. Et puis la deuxième chose, c'est que vraiment, je prends très au sérieux les menaces italiennes, parce que je pense qu'elles existent, et je pense que de toute façon... si un jour l'Italie sort de l'Europe, c'est l'effondrement de l'Europe. Enfin, il faut être très clair. Probablement. Et donc, de l'euro déjà, et donc de l'Europe avec, puisqu'a priori, ils font les deux en même temps. Oui, non, mais je suis pas contre. L'Italie ne semble pas vouloir sortir de l'Europe. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à ce que la France sorte de l'Europe, parce que, je me sens très européen, et en même temps, je n'ai aucune sympathie pour le système de Bruxelles. Donc, évidemment, l'ambiguïté, c'est que pour faire une Europe qui corresponde à ce que je souhaite, peu ou prou, est-ce qu'il faut arrêter ça et refaire autre chose, ou est-ce qu'il faut essayer d'aménager cette chose-là? C'est évidemment... Vous êtes favorable à un reset, c'est ça? C'est pas réformable. Oui, vous dites c'est pas réformable. Je pense quand même que si deux pays significatifs de l'Europe, et notamment la France, faisaient... Parce que la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la Grande-Bretagne dans le système européen, avait une volonté forte d'organiser les choses différemment, la voix de la France compterait quand même si elle compte moins que celle de l'Allemagne. Et évidemment, ça serait plus efficace si la France, l'Allemagne et l'Italie étaient sur la même longueur d'onde. Et ça pays fondateur, ça n'a pas... Bon, donc je crois que personne ne sait ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Quand même, pour l'élection, il y a une certaine forme d'enjeu qui est, à mon avis, rarement perçu et qui est lié à l'éventuelle implication des Gilets jaunes dans ces élections. Personnellement, je crois que c'est une erreur du point de vue des Gilets jaunes d'aller aux élections pour différentes raisons, dont la plus simple est que ce qui fait la force des Gilets jaunes aujourd'hui, ça n'est pas le fait qu'il y ait des manifestants, on nous dit qu'ils sont très peu nombreux, c'est le fait que l'immense majorité de la France soutient les Gilets jaunes, ce qui pose un problème de légitimité du dirigeant actuel du pays. Absolument. Donc, il est bien évident que si les Gilets jaunes vont aux élections, qu'il y ait 1, 2, 3 listes, on ne sait pas combien ils vont faire de voix, mais peut-être 10%, peut-être 12%, dans tous les cas de figure. Le gouvernement et les médias diront, et pire encore si c'est moins que ça, ils vont dire, vous vous rendez compte, ils bloquent le pays et ils représentent 8% ou 5% de la population. Exactement. Donc ça va ridiculiser. Mais est-ce que c'est pas une opportunité justement pour compter les véritables soutiens? Parce que c'est la différence entre je dis je soutiens dans un sondage et il est évident que si les jeunes sont candidats, ça sera une chance pour Macron puisqu'il va arriver premier au premier tour, au seul tour. Toutefois. Parce qu'il prendrait des voix à Le Pen et à la France Insoumise.
Toutefois, il n'est pas impossible que ça initie un phénomène qui serait pervers du point de vue du gouvernement actuel, qui est un phénomène de type mouvement 5 étoiles. Car quel est le problème aujourd'hui des mouvements populistes, que ce soit Le Pen d'un côté ou la France Insoumise de l'autre? C'est l'impossibilité d'être élu dans un système majoritaire, puisqu'on l'a vu avec Mme Le Pen, elle rassemble Dupont-Aignan, ça arrive à 30-35%. Et la France Insoumise encore moins, puisqu'il pioche à gauche et que la gauche n'est plus grand-chose aujourd'hui. S'il apparaissait un mouvement ou un ensemble de mouvements issus des Gilets jaunes qui soit un peu de type mouvement 5 étoiles... C'est-à-dire réputé ni de droite ni de gauche. Voilà, ça peut sachant faire que le mouvement 5 étoiles, les choses. 5 étoiles se porte très mal en Italie. C'est-à-dire qu'il faisait jeu égal, voire supérieur avec la Ligue, et il est en train de baisser. Il a permis à Salvini d'arriver au pouvoir. C'est toute la question. Donc on peut imaginer qu'un mouvement de type 5 étoiles puisse contribuer, dans un premier temps, ça va être favorable à Macron. Dans un second temps, il n'est pas impossible que ça joue le même rôle que le mouvement 5 étoiles, et que finalement, des mouvements Gilets jaunes préfèrent s'allier au second tour des présidentielles avec Mme Le Pen plutôt qu'avec Macron. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est une hypothèse qu'il faut considérer. Alors, je vais remettre une bûche dans le feu, comme j'aime à le faire régulièrement. Dans une autre émission ici, sur TV Liberté, qui est le Café Liberté, animé par Martial Bild, j'avais dit, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on ne peut plus sortir de l'Europe ? De la même manière que le Dauphiné ne sort plus de France. De la même manière que la Bretagne ne sort pas de la France, c'est trop tard. Non mais là on parle pas d'un prison, on parle du sarcophage. Qui sont tissés sont trop pire que Tchernobyl. Trop anciens, trop profonds. Vous parlez de l'Europe ou de l'Union européenne? Je parle de l'Union européenne. Exactement. Bien sûr, on sort pas de sa géographie. Je parlais du fait que les liens, on les voit bien avec le Brexit, les liens tissés, les manières de produire. On voit que les pièces automobiles font 5 ou 6 fois l'aller-retour avant d'être fixées sur une voiture européenne que vous mettez en autarcie. Enfin, on va garder des tas d'échanges, évidemment. L'infinité. Sauf qu'il y a des règles qui sont des règles de non-droit, de non-droit, c'est un problème plus général. C'est le problème de la mondialisation. D'une certaine manière, c'est vrai aussi. Pour des gens qui défendent l'existence des frontières, qu'on soit souverainiste français, souverainiste européen ou autre chose. Bien, d'une certaine façon, la question se pose de savoir quel est le sens aujourd'hui des frontières dans un monde dans lequel, de fait, le système commercial, les interactions, les médias, tout ce que vous voulez, la circulation de l'argent, et pas seulement. La circulation de la puissance, d'une certaine façon, fait que effectivement, il est difficile de concevoir des frontières comme fonctionnant passé. Pourquoi c'est pas difficile de concevoir? C'est très facile à concevoir. Il faut les rétablir, quoi. Mais c'est inopérant, non? À l'heure de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Les gens vont étudier, vont travailler ailleurs. Mais c'est une folie. Je pense que le libre-échange est une folie. Et demandez aux Suisses, demandez aux Suisses, ils ont une frontière. Une idéologie multinationale qui il n'y a pas que le libre-échange. Il y a la mode, il y a la télévision, il y a la musique, il y a le rock'n'roll, il y a tout ce que vous voulez. Non, mais tout ça, on n'a pas besoin de l'Union européenne et on n'a pas besoin de supprimer les frontières pour partager la musique. Enfin, quand même. Le problème, c'est que quand vous supprimez les frontières, le système américain a été partagé culturellement avant d'être partagé politiquement. Les États-Unis ont envahi l'URSS et la Chine. Ce qu'on appelle le soft power. Avec les blue jeans, avec McDonald's, avec tout ça. Non, mais les frontières, c'est pas des murs. Les frontières, c'est des filtres. Comme la peau, tout ce qui vit a besoin d'une limite qui permet de distinguer l'intérieur de l'extérieur. Je suis d'accord avec ça. Qui permet de distinguer je suis d'accord avec ça. Je veux dire simplement, dans le monde actuel, c'est effectivement difficile de concevoir une nation comme on la concevait il y a quelques je suis d'accord qu'à cause des langues qui deviennent de plus en plus et puis avec de l'anglais d'abord. Mais formidable, mais c'est pas du tout. On n'est pas obligé pour autant d'accepter la destruction des frontières, les frontières qui sont des protections. Quand vous exposez un corps social en lui ôtant toutes ses protections, quand vous l'exposez à la concurrence sauvage de pays esclavagistes, vous dégringolez, vous dévastez la condition sociale, la condition ouvrière, la condition des gens qui travaillent dans le pays. Esclavagiste pour vous, c'est la Chine, c'est des pays où les gens sont payés à coups de claque, qui sont payés à $2 par jour. Moi, je voudrais revenir sur un exemple qui est nos voisins. Vous pouvez baisser les salaires tant que vous voulez. Je veux dire, ça n'arrivera jamais, bien entendu pas. Mais d'ailleurs, nous sommes en train de nous désindustrialiser. Nous sommes en train de nous tiers-mondiser. Sauf que certains pays résistent à ça. C'est marrant parce que l'Allemagne garde un tissu industriel très fort. Mais non, mais l'Allemagne a dévasté la condition sociale de ses travailleurs avant les autres. Vous avez le plan... Dévasté, vous voulez dire les mini-jobs
Hartz 2, Hartz 3, Hartz 4, vous avez des plans de destruction de la protection sociale, vous avez un nombre de travailleurs pauvres qui est extravagant. Alors effectivement, ça les rend compétitifs, et donc après ça, ils taillent des croupières à leurs alliés européens, mais c'est juste parce que c'est la mondialisation. Ils ont abîmé... Oui, est-ce que c'est pas un mouvement irréversible au sort des européennes? La mondialisation, comment imaginer qu'on puisse revenir en arrière? Ce que monsieur est en train d'expliquer, c'est que d'un côté, il y avait nous qui vivions avec un niveau important, et l'Asie avec un niveau bas. Bon, l'Asie, nous, on est en train de démolir tout ce qu'on peut pour pouvoir se baisser. Il faut espérer que l'Asie, elle, ils vont remonter tout ce qu'ils peuvent pour qu'on arrive à un moment quelconque, c'est déjà le cas, à un niveau à peu près équilibré. Et là, la mondialisation ira très bien. Mais entre-temps, il y a ceux qui vont périr et ceux qui vont gagner. Mais sur les nous, on est dans le coin où sur les côtes chinoises, les prix sont en train de rejoindre les prix européens. Les milliardaires explosent, le nombre de milliardaires explose en Chine. Un milliardaire chinois par semaine sort... Ouais, non, mais bon, avec des inégalités criantes. Vous avez les Mingong qui continuent, donc les paysans expropriés, donc chassés de leurs terres. Qui continuent à affluer en ville. Et qui continuent à être les damnés de la terre. Ouais. Donc je veux dire, le problème des économistes, c'est qu'ils nous fourguent des moyennes et nous sommes censés être heureux que le niveau chinois monte, comme si la misère humaine ne restait pas le lot commun. Moi, je voudrais qu'on s'éloigne. Enfin, je voudrais juste revenir de Chine à l'Europe. Merci. J'essaye d'en placer une. François. J'essaye d'en placer une, comme j'aime bien d'ailleurs dans chaque émission. J'aime bien. C'est la faute d'Étienne Chouard, il nous fait déraper en permanence. Je vais adhérer et abonder vos propos. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand on regarde l'exemple de la Suisse, et qui est très sérieux, je veux dire, aujourd'hui, on ne veut plus l'écouter, que ce soit pour le référendum, enfin la votation, que ce soit pour ça, on ne veut même pas observer, enfin même pour l'impôt à la source, un truc aussi simple que ça, on a été capable de le compliquer à merveille. Donc aujourd'hui, quand on regarde la Suisse, qui est non seulement un petit pays, qui se considère quand même très européen, faut pas se tromper, où le revenu moyen par habitant est de 6 500 francs et à peu près 6 000 euros par mois. Et où, c'est-à-dire par près ailleurs, du double du revenu français. Un peu plus du double. Revenu français médian, 3 000 euros pour un couple, 4 enfants. 2 enfants, 4 personnes. Et qui, en parallèle, a en plus des cantons. C'est-à-dire qu'au sein même de ces frontières, qui sont plutôt bien gardées, a des cantons. Ne croyez pas que la Suisse, elle est complètement à l'écart de l'Europe. Elle est au cœur de l'Europe. Elle est très industrialisée, elle échange, elle industrialise, elle a un taux de PME qui est de 43% supérieur à celui de la France. C'est quand même un pays qui est remarquable à tout point de vue. Demandez pas à un Suisse s'il veut rentrer dans l'Union européenne. Ça, il va vous répondre très très vite. Tous les pays riches se sont protégés. Le protectionnisme, c'est la clé du succès des pays riches. Les pays riches se sont tous protégés. Et tous les pays qui ont appliqué le libre-échange, toujours sur injonction d'un empire, c'est toujours un empire qui impose le libre-échange à ses colonies, à ses provinces. Comme l'Angleterre à l'Inde a commencé, c'est toujours pour l'Empire ou pour ses multinationales, pour les plus grosses boîtes de l'Empire, que le libre-échange est imposé aux plus faibles. Et tous les pays qui ont appliqué le libre-échange se sont ruinés, y compris les empires. L'Angleterre elle-même, quand elle a appliqué le libre-échange fin du 19e, début du 20e, intoxiquée par ses propres bobards et sa propre idéologie, s'est cru capable de se l'appliquer à elle-même, et elle s'est ruinée elle-même, il n'a pas fallu 10 ans. Donc je veux dire, tout le libre-échange n'est favorable que pour les multinationales. Les multinationales ont pris le contrôle des pouvoirs, des acteurs politiques. Grâce à l'élection. C'est l'élection qui donne le pouvoir aux multinationales. Je reviens au sujet Une vraie démocratie nous rendrait des moyens de résister aux multinationales. En fait, je vous entends tous ici, c'est pas un sujet qui vous motive. Une vraie démocratie. Vous allez quand même tous voter. Ah si, l'Europe, voté pour des raisons secondaires. Vous avez voté pour des raisons secondaires. Je pensais que vous alliez vous enflammer sur François-Xavier Bellamy. On l'a complètement... Je ne sais même pas qui c'est. Très bien. C'est très intéressant. Vous savez quand même qui c'est. Oui, c'est la tête d'affiche de LR au philosophe élu à Versailles. Qui est un grand intellectuel. Très peu d'expérience. Et qu'on accuse d'ailleurs à tort d'être chrétien alors qu'il n'y a rien d'interdit. On l'accuse pas d'être crétin, on lui... Si, chrétien, pas loin de crétin. C'est ce que j'entendais. Merci pour le lapsus. On n'a pas la réputation d'être crétin. En l'occurrence, on fait un débat complet sur une émission concurrente d'une grande chaîne publique. Je vous signale qu'on a fait un débat complet sur le chrétien revient-il dans la politique. J'aurais aimé entendre les mêmes choses à propos de Strauss-Kahn ou d'autres à une époque, ça m'aurait fait beaucoup rire. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, Bellamy, c'est pas le sujet. C'est Bellamy, il fait partie de toute cette jeune génération. Et si on revient au sujet des élections européennes, et je sais qu'on doit le boucler, c'est que malheureusement, ça n'intéresse plus les têtes d'affiche. Je sais pas, je maîtrise plus tout le temps. Ça n'intéresse plus les têtes d'affiche, et c'est pour ça qu'elles n'y vont pas. Donc, elles ne provoquent pas un engouement spectaculaire. Ça devient un match de foot. Il y a aussi le cumul des mandats qui est en question. C'est-à-dire qu'on peut pas être partout. Qu'est-ce que vous imaginez changer avec les élections européennes ?
les élections européennes, le Parlement européen, vous avez plus de 700 personnes, 700 parlementaires. Imaginez que vous ayez quelques élus, même beaucoup. Imaginez que vous en ayez 10, 15, 20. C'est pour ça qu'il y a des coalitions de partis qui. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? En quoi est-ce que nous, les électeurs, allons changer quoi que ce soit dans notre existence avec cette élection? Mais rien de rien. C'est une escroquerie, quoi. C'est l'escroquerie parlementaire qui continue. Le régime de domination parlementaire est pas plus bienveillant au niveau européen qu'au niveau français. Mais est-ce que le meilleur moyen, c'est pas la grève du vote? Finalement, tous ceux qui pensent que ça sert à rien ne vont pas voter. Mais Franck, qu'est-ce que ça changerait? Et puis on passe à moins de 50, à moins de 40, à moins de 30. Et alors, il n'y a pas de quorum. Ce sont les professionnels de la politique qui ont écrit les règles. Et donc, ils n'ont pas prévu de quorum. Non, mais quel moment? Vous croyez ça? Parce que vous avez la morale, vous avez un sens de l'honneur, mais eux n'en ont pas. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de quorum. C'est-à-dire que quand bien même l'élu, le candidat, serait seul à voter pour lui, eh ben, il serait élu. Il n'y a pas de quorum. Et donc, vous pensez que s'il y avait qu'un seul votant, il y aurait quand même un problème. Vous pensez que s'il y avait 10% de participation et 90% d'abstention, ça changerait quelque chose? Mais moi, je vous dis non. Tout le monde ferait une mine d'enterrement au débat, au journal. On dirait, oh là là, c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour rien. Et puis, après ça, les gens qui ont accédé au pouvoir l'exerceraient. Hein. Allez, on va conclure ce sujet. Je vais citer ma maman qui, lors de ma première élection de délégué de classe, m'a dit: souviens-toi, tu ne votes pas pour toi-même. Voilà, ça m'avait beaucoup touché. Et depuis lors, à chaque fois que je me suis présenté où que ce soit, je n'ai jamais voté pour moi. Il ne faut pas confondre voter et élire. Ouais. Quand on élit, on ne vote pas, on renonce à voter. On ne votera plus jamais parce qu'on a élu. Bon, ok, allez. Je voulais remettre une pièce dans la machine, et ça, je prendrai pas ce truc-là, on est à moins 8 minutes. Allez, à tout de suite, on se retrouve, ça va être un sujet très très court qui suit. Estelle Farge, quelle est l'ambiance actuellement autour de vous? Eh bien écoutez Magali, une ambiance toujours bon enfant. Le cortège est maintenant arrivé boulevard du Montparnasse où je me trouve et je suis avec Nadège. Nadège, vous êtes gilet jaune et vous m'expliquiez tout à l'heure que chaque jeudi vous organisiez des AG à Pantin. Oui. Comment ça se passe et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien en fait, tous les jeudis soirs, les gilets jaunes de Pantin se rassemblent en assemblée générale. Du coup, la prochaine AG, la prochaine AG, c'est jeudi soir à partir de 18h. On occupe un rond-point, rue Édouard Vaillant, rond-point à Pantin. Et en fait, on a été au maximum une centaine.
Et on est en moyenne 60 à chaque AG. Comment ça se passe? Vous votez pour des revendications? Comment est-ce que ça se passe exactement? En fait, à cette assemblée générale, c'est le lieu où on délibère, où en fait chacun apporte des propositions de communiqués, de revendications. Parfois, ces revendications, on les travaille en amont. Il y a des réunions de travail, par exemple sur le logement, sur la revalorisation salariale. Et ensuite, elles sont présentées en assemblée générale et c'est voté. On a aussi une charte, on a travaillé sur une charte qui a été votée en AG sur l'animation pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent s'exprimer. Et voilà, on apprend la démocratie directe dans ces AG-là. Dans le même temps, il y a ce grand débat national qui a été lancé. Quel regard vous portez sur ce grand débat? Alors les Gilets jaunes de Pantin ont voté contre la participation au grand débat national. Donc on a rédigé un communiqué qui est sur notre page Facebook, les Gilets jaunes de Pantin. En fait, pour nous, c'était un leurre, n'importe quoi, et que en fait c'était une machination qui allait récupérer un peu le mouvement. Et nous, on avait plutôt envie on a clairement dit qu'on n'y participait pas et que le grand débat c'était nous. Et c'est pour ça qu'on fait ces assemblées générales et qu'on participe à l'assemblée des assemblées. Il y avait des mandatés qui étaient à Commercy, la prochaine à Saint-Nazaire. Et là, vraiment, on a des revendications qui sont en ligne, qu'on met en ligne. Ça va faire 3 mois demain, jour pour jour, que la mobilisation des Gilets jaunes a été lancée. Quel bilan vous tirez de ces 3 mois de mobilisation? En fait, moi je trouve que c'est un bilan plutôt positif. En tout cas sur le 93 à Pantin, on n'a pas démarré de suite puisque le mouvement des Gilets jaunes a été surtout en province. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des anciennes mobilisations, par exemple, il y avait eu le mouvement des Stop Macron qui s'est rassemblé. Et en fait, il y a eu plusieurs réunions, assemblées générales. Et à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. On fait des actions locales pour faire connaître l'Assemblée générale et il y a un bon soutien et du coup c'est plutôt positif parce que là on fait des connaissances entre Pantinois mais aussi d'autres gilets jaunes du 93 et du coup c'est plutôt positif parce que même dans les échanges qu'on a sur nos revendications, en fait on construit une conscience politique. Et en plus, c'est ouvert, quoi. On n'est pas, il y a plusieurs représentants, on en a d'organisations politiques, d'autres d'associations civiles, d'autres ils sont syndiqués. Et du coup, chacun apporte des choses et d'autres qui sont nulle part, mais qui se posent des questions. Et en fait, chacun répond, on se pose des questions. Et en fait, on est en train de construire une culture politique commune sur l'expérimentation directe de la lutte, quoi. Certains appellent à se mobiliser demain, dimanche. Est-ce que vous ferez partie? Est-ce que vous serez dans la rue? Alors demain, il y a aussi, nous on fait une action marché des 4 chemins où on va inviter à la prochaine AG. Ensuite, on a un rassemblement à 15h avec le collectif Adama à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et il y a aussi donc cette manifestation, donc on l'a communiqué. Et donc à chaque fois, on met en ligne et on envoie les SMS et par un groupe WhatsApp toutes les informations. Et après, s'il y en a qui veulent y aller, donc peut-être il y aura des Pantinois qui seront. Ouais. Merci beaucoup Nadège pour ce témoignage. Voilà Magali, vous pouvez le voir sur ces images de Baptiste Gosselin, ce cortège qui est donc en train de progresser, boulevard du Montparnasse. Merci beaucoup Estelle pour toutes ces précisions. Estelle Farge en direct de Paris. Per un bambino ci sono cose più emozionanti della Banca Migros. Salutare il mondo a squarciagola, diventare grandi e sviluppare una passione. Prima o poi arriva il momento di scegliere una banca su cui contare. Prima o poi tutti sono pronti per la Banca Migros. Vous voulez, la dimension très innovante de l'acte de communication politique que constituait la mobilisation tend à se banaliser, forcément. Mais la force, c'est justement de parvenir à entretenir week-end après week-end une mobilisation qui reste malgré tout très déterminée et extrêmement déterminante, puisqu'on voit qu'elle continue à peser très fortement sur la vie politique française et même sur la vie publique française. Donc l'enjeu, c'est toujours le même.
塗られた過去を超えてみせる。